Le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. L'affaire Clément Méric. Pour la gauche, c'est le lynchage d'un jeune antifa de 20 ans par un groupuscule d'extrême droite. Pour d'autres, c'est la conséquence tragique d'une agression de l'extrême gauche de laquelle un jeune patriote n'a fait que se défendre. Depuis 2013 et ce jour de juin, deux camps s'opposent et ne veulent pas démordre de leur version des faits. Pour vous, TV Liberté a enquêté sur ce fait divers, devenu un véritable symbole politique. Pour un camp, il démontre la violence de l'extrême droite. Pour l'autre, la preuve d'une justice de classe et d'un traitement médiatique à deux vitesses dans la France du XXIe siècle. Paris, quartier de la Chaussée d'Antin. Lors d'une vente aux enchères, deux groupes se provoquent. D'un côté, un groupuscule dit antifasciste. De l'autre, des sympathisants dits de l'extrême droite. À la sortie du magasin, les deux bandes s'affrontent. Tout à coup, un coup part, un homme tombe au sol. Les groupes se séparent. Un jeune garçon est resté au sol, sur le trottoir. Il ne bouge plus. Il s'appelle Clément Méric. Sa vie s'arrêtera ici, là où commence une affaire particulièrement polémique, où se mêlent récupération hasardeuse, lutte d'intérêts partisane et manipulation politique et médiatique. « 5 juin 2013, à Paris. Un groupe de 3 jeunes garçons et filles, Katia, Samuel et Alexandre, se rendent à une vente privée. Cette vente est réputée pour ses vêtements d'un style bien particulier, que les 3 amis apprécient. Sur place, ils regardent les habits mis en vente, discutent des bonnes affaires qu'ils pourraient faire. Tout à coup, ils sont interpellés par un jeune homme, un certain Steve Domas. C'est un militant antifa, bien connu des mouvements de manifestations violentes qui émaillent régulièrement la capitale. Il a identifié les 3 amis comme étant des personnes d'extrême droite. La raison ? Katia fréquente régulièrement le local, le bar de Serge Ayoub, militant connu pour ses positions nationalistes. Les deux groupes échangent plusieurs mots. Finalement, les vigiles, constatant que la température monte, demandent aux antifas de partir. Mais ces derniers annoncent aux militants patriotes qu'ils les attendront en bas, à la sortie de l'immeuble, pour en découdre. Chose promise, chose due. Les militants d'extrême gauche se postent quelques mètres après la sortie de la vente privée, pour guetter la sortie des 3 amis. Ils appellent du renfort. Un ami à eux,
un certain Clément Méric les rejoint. Clément Méric, un jeune fils de bourgeois de province, neveu d'un journaliste de Libération, qui fait ses études à Sciences Po Paris. Un garçon intellectuellement brillant, mais physiquement fragile. Il sort d'une leucémie et conserve de sa maladie une corpulence chétive. Malgré cela, il n'hésite pas à se joindre au groupe d'Antifa lorsque ces derniers sortent cassés du facho, comme ils disent. Ce jour-là, donc, il est plus que motivé à faire parler ses points. De leur côté, les patriotes appellent aussi des amis à la rescousse. Katia joint Esteban, son petit ami. Ce dernier les rejoint à la vente. Ensemble, le groupe de 4 sort de l'immeuble et repart vers le métro. À la sortie, le vigile leur conseille de ne pas se diriger vers la droite, où les antifas les attendent. Mais Esteban, Samuel, Katia et Alexandre ne l'écoutent pas. Le chemin vers le métro se trouve sur leur droite. Ils ne voient pas pourquoi ils feraient un détour. Ils ne sont pas venus à la vente privée pour se battre, et sont dans leur bon droit, en circulant comme bon leur semble. Le groupe fait quelques mètres. Les 4 amis sont alors encerclés par 5 antifas. Clément Méric vient se glisser derrière Esteban, le menaçant. Esteban se retourne alors et, anticipant un éventuel coup, frappe Clément Méric au visage. Ce dernier s'effondre. Les autres antifas reculent. Esteban et ses amis quittent les lieux. Le groupe de 4 se retrouve au bar Le Local, tenu par Serge Ayoub. Ils y relatent leur aventure. Pour eux, c'est une énième tentative d'agression de la part des milices antifa, de laquelle ils se sont extirpés sans trop de dommages. Le seul échange de coups a concerné Esteban, qui s'est retourné pour frapper Méric, qui surgissait dans son dos, et Samuel, qui a eu maille à partir avec un autre antifa. C'est tout. Ils trinquent tous à cet épisode, en se disant que cela aurait pu être pire. Ils n'imaginent pas encore que c'est bien le cas. Clément Méric est admis à l'hôpital de la Salpêtrière le soir même. Il sera déclaré mort le lendemain. Aussitôt, les médias font leur une sur cet événement. Leur thèse est unanime. Pour eux, c'est une agression de l'extrême droite à l'endroit d'un militant de gauche. Agression qui s'ajouterait à une longue liste d'intimidations de la part des mouvances nationalistes ces derniers mois, ces dernières semaines. Laissons la justice établir les faits, mais incontestablement, il y a une connotation politique dans ce crime. Nous connaîtrons, je l'espère, le plus vite possible ce qui s'est passé, l'enchaînement des faits. Mais enfin, des coups qui tuent un garçon, un jeune homme de 18 ou 19 ans, ce sont évidemment des coups particulièrement graves. Il ne s'agit en aucun cas, bien sûr, bien au contraire, de minimiser des faits qui sont très graves, qui bouleversent non seulement des militants politiques engagés contre le fascisme. Je viens d'une famille espagnole qui sait ce qu'a été le fascisme en Espagne. J'en dis que quand un jeune de 18 ans est tué en plein Paris, assassiné, c'est toute la République qui est en deuil ce matin et que c'est tous les démocrates qui doivent réagir. C'est pas un accident, c'est pas un incident. C'est une situation qui doit mobiliser tout le monde. J'ai eu Manuel Valls ce matin, bien sûr la police, la recherche, mais... Et vous avez des éléments précis qui vous laissent penser qu'il s'agit bien d'un geste à caractère politique? Oui, oui. Aujourd'hui, les éléments dont on dispose identifient même, si la police continue ses recherches, un groupe néo-nazi qui est très largement soupçonné d'être à l'origine, dans tous les cas ses membres, de cette agression qui fait penser à une autre époque. Voilà, il a été assassiné, je crois qu'il faut le dire clairement.
assassiné pour vous. Assassiné par qui? Est-ce que vous avez des détails sur ce qui s'est passé? Écoutez, bien sûr, beaucoup de choses restent à préciser, mais les témoignages sont là, notamment ceux qui accompagnaient Clément. Il était connu, vous l'avez dit, dans cette mouvance antifasciste de ces jeunes qui se mobilisent contre les groupuscules d'extrême droite, et ils sont tombés en contact avec 3 militants, peut-être 5, d'extrême droite, clairement. Vous savez, c'est skinhead, crâne rasé, bombeur, et à partir de là, échanges verbaux, et sur le trottoir du magasin où ils étaient, un coup de poing fatal, peut-être manifestant avec un poing américain qui lui a brisé le nez en pleine face, et la tête est allée heurter un poteau et la mort était quasi immédiate. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est un crime politique. C'est parce que Clément était connu pour son engagement contre l'extrême droite qu'il a été frappé par ces gens. C'est une évidence. C'est pour ça que, écoutez, au-delà de la colère, il faut que les pouvoirs publics prennent des décisions. Ces groupuscules, on les connaît, ils paradent des fois. On les a vus à la fin de la manifestation pour tous l'autre jour. Ils font le coup de poing ici ou là. Je surestime pas leur importance. C'est quelques dizaines, quelques centaines de personnes, mais qui exaltent la violence, sont nostalgiques du fascisme italien ou du nazisme allemand, qui frappent nos militants. On veut leur dissolution. Une information judiciaire est rapidement ouverte. Le procureur de Paris, François Molins, prend la parole. Via une conférence de presse, il précise que, selon les premiers résultats de l'autopsie, le décès n'est pas dû à un hématome qui aurait été causé par la chute de Clément Méric au sol, mais par les traumatismes crâno-faciaux occasionnés par les coups de poing. Le prénommé Esteban a reconnu en garde à vue avoir porté 2 coups, soutient-il à main nue, sur Clément Méric, dont le coup l'ayant fait chuter. Un ami de Clément Méric indique l'avoir vu avec un poing américain, tandis qu'un autre témoin de la scène a évoqué un objet brillant sur les mains. Le médecin légiste a enfin précisé que ces lésions résultaient de plusieurs coups, c'est donc une multiplicité de coups, et par ailleurs il a noté, je cite toujours, une ecchymose derrière la tête, évocatrice d'une lésion de chute très superficielle et n'entrant pas dans le déterminisme mortel. Ça signifie en clair que le décès n'est pas dû à un hématome qui aurait été causé par la chute par terre, mais que le décès est dû aux traumatismes crâno-faciaux qui ont été occasionnés par les coups de poing qui ont été portés sur la victime. Le procureur annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire à l'encontre d'Esteban Morillo. Ce dernier s'était constitué prisonnier le jour même, se rendant au commissariat. Les médias vont très largement relayer cette ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire. Peu de temps après la déclaration du procureur, le juge d'instruction requalifie les faits et décide de mettre Esteban Morillo en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais cette requalification ne sera pas relayée par les médias. Ils resteront sur la thèse de l'homicide volontaire. Esteban est placé en détention provisoire, de même que Samuel, dont on reconnaît qu'il s'est également battu, même s'il n'a porté aucun coup à Méric. Grâce aux informations recueillies par la préfecture de police, 4 personnes sont interpellées. Parmi elles se trouve Esteban, qui reconnaît en garde à vue avoir porté 2 coups au visage de Clément Méric, dont celui qui aurait entraîné sa chute. Le même jour, 3 autres personnes se rendent d'elles-mêmes à la police. Une 8e personne sera interpellée le lendemain. Finalement, 3 d'entre elles seront relâchées. Les 5 autres resteront en garde à vue. Katia, la compagne d'Esteban Morillo, est mise en examen pour complicité de violence volontaire. On lui reproche d'avoir appelé les amis à la rejoindre. Elle sera finalement libérée sous contrôle judiciaire. Quant aux autres personnes, elles seront libérées sous contrôle judiciaire, à l'exception de Samuel et d'Esteban, qui restent, tous 2, incarcérés. Le juge d'instruction Isabelle Riche-Flamand ordonne le renvoi de 4 skinheads aux assises. Esteban et Samuel sont parmi eux. Ils sont accusés de violence volontaire ayant entraîné la mort de Clément Méric sans intention de la donner,
avec les circonstances aggravantes d'action en réunion et usage ou menace d'armes. Mais quelle arme ? Selon plusieurs témoins, Esteban aurait fait usage d'un poing américain. Mais les différentes autopsies qui vont avoir lieu sur le corps de Clément Méric ne révéleront pas cet élément. À la 6e d'entre elles seulement, on constatera que cet usage ne peut être formellement écarté. C'est tout. Esteban, lui, continue de contester l'usage d'un poing américain. Mais son appel sera rejeté par la chambre d'instruction. Le mouvement des jeunesses nationalistes révolutionnaires, ou JNR, est largement accusé d'être à l'origine de la mort de Clément Méric. Cette association, présidée par Serge Ayoub, est en fait un service d'ordre mis en place pour les manifestations. Les médias estiment qu'Esteban, Samuel et Alexandre en font partie. Le point que les médias ont relevé est qu'Esteban et ses amis fréquentent régulièrement le local, le bar associatif, tenu par Serge Ayoub. Cela pourrait facilement inciter à penser qu'il milite pour son mouvement. Mais, à y regarder de plus près, aucun des trois amis n'est membre de JNR. Ce militant, ce membre de mon service d'ordre, le JNR, une armoire à glace, 2 mètres de haut, des tatouages à croix gammée dans le cou, un t-shirt du Front National. Bien, au fait, vous qui dites ça, le témoin qui dit ça à la télévision, je l'ai entendu. Quand vous dites ça, soyez crédible. Je demande à n'importe qui ici de me montrer un t-shirt du Front National. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Le Front National n'en produit pas. Premier mensonge. Une armoire à glace avec des tatouages nazis dans le cou. Un film américain. American historique, c'est magnifique. Au fait, Esteban fait 60 kilos pour 1m80. Au moment des faits, il a 20 ans, 19 ans, 20 ans. Pas une armoire à glace. Les JNR, pour les citer, ont 30 à 40 ans, font dans la moyenne plus de 100 kilos, font du sport, n'ont pas du tout le même profil. Et d'ailleurs, ils ne sont jamais inquiétés par les antifas, étonnamment. Alors, pourquoi fréquente-t-il le local ? C'est en réalité Katia, la compagne d'Esteban, qui semble proche des mouvements de Serge Ayoub. Elle n'en fait cependant pas partie. Les JNR sont exclusivement composés d'hommes. Katia est une militante peu active et surtout assez particulière. Sa principale préoccupation, la protection animale, une cause peu commune dans le mouvement nationaliste. Elle avait l'habitude de fréquenter le bar de Serge Ayoub, d'où la présence régulière d'Esteban également. Ce dernier n'a fait, en réalité, que suivre sa petite amie. Esteban a une petite amie. C'est l'âge et c'est son droit. Cette petite amie aime particulièrement les animaux. Comme lui d'ailleurs. Elle est militante contre la maltraitance des animaux. Elle milite dans une association de troisième voie, parce qu'elle est membre de troisième voie, pas lui. Elle. Sitôt l'affaire relayée par les médias, des manifestations vont être organisées en l'hommage de Clément Méric dans plusieurs villes de France. Des dégradations importantes ont lieu lors de celles-ci. En retour, une manifestation de soutien à Esteban, prévue le 14 septembre 2013, est interdite. Quelques manifestants décideront cependant de braver l'interdiction et ils seront interpellés. Tous les ans, entre 2013 et 2016, des marches ont lieu en l'honneur de Clément Méric. À chaque fois, ces manifestations dégénèrent avec des affrontements entre antifascistes et forces de l'ordre. Pourtant,
ils ne seront jamais interdits. La manifestation de l'année 2018 marque bien l'ancrage politique dans lequel s'inscrit l'affaire. 900 personnes qui marchent en mémoire de Clément Méric se joignent aux manifestants contre le projet de loi immigration maîtrisée, droit d'asile effectif et intégration réussie. Guidée par Assa Traoré, la militante antiraciste, racialiste et sœur d'Adama Traoré, jeune de 24 ans, prétendument tuée par la police. Malgré le fait que les militants nationalistes n'ont aucun lien avec les jeunesses nationalistes révolutionnaires, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault annonce, le 8 juin 2013, qu'il demande au ministre de l'Intérieur Manuel Valls d'engager immédiatement une procédure en vue de la dissolution des JNR. Le Premier ministre vient d'annoncer que nous mettons en œuvre, sur la base des éléments que je lui ai transmis hier soir, la dissolution d'un groupe particulier lié au drame de mardi dernier, les JNR, lié à aussi ce mouvement, la troisième voie. Donc nous avons lancé cette procédure. Ce que le procureur a dit ce matin concernant le parcours des individus atteste de la nécessité de cette procédure. Et il m'a demandé, je l'avais déjà annoncé, d'étudier aussi toutes les autres possibilités. Il explique se baser sur des éléments antérieurs et plus larges que la rixe au cours de laquelle Clément Méric a trouvé la mort. Mais ces éléments ne seront jamais communiqués. L'argument paraît d'autant plus fallacieux que, dans les années passées, ce sont bien des militants de droite qui ont trouvé la mort sous les coups des militants de gauche et non l'inverse. Mais Jean-Marc Ayrault continue dans la surenchère. Le 11 juin 2013, il annonce qu'une procédure similaire va être engagée pour le groupe Troisième Voie. Là encore, Esteban et Samuel n'en font pas partie. Mais ils s'appuient sur le fait qu'ils en seraient proches. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, comme également à la garde des Sceaux, de regarder ce que nous pouvions faire. Sur la base de l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, issu de la loi du 10 janvier 1936, pour regarder les conditions de dissolution des groupuscules d'extrême droite qui provoquent la haine raciale que je viens d'évoquer. Sur la base de ces éléments, les éléments qu'il m'a transmis, mesdames, messieurs les députés de la droite, vous pourriez faire preuve d'un petit peu de dignité. Il y a un jeune homme qui est mort. Des arrestations ont eu lieu. Des mises à examen ont eu lieu. La justice se prononcera. Nous savons simplement que parmi les auteurs présumés, ils appartiennent à des groupes d'extrême droite, à des services d'ordre d'extrême droite. Et c'est d'eux qu'il s'agit. Nous ferons preuve de la plus grande des intransigeances. Mais encore une fois, dans le respect de la loi. Et c'est qu'à l'issue de cette procédure contradictoire qui prendra quelques jours que si la conclusion s'avère à conduire à la dissolution, que le président de la République, en Conseil des ministres, prendra un décret de dissolution. Le 25 juin, Serge Ayoub annonce l'autodissolution des mouvements Troisième Voie et JNR, expliquant avoir pris cette décision pour l'honneur avant d'être dissous par d'autres. Le Conseil des ministres du 10 juillet 2013 prononce la dissolution de Troisième Voie et des JNR, ainsi que de l'association gestionnaire du local, le bar où se rassemblaient certains militants. Le motif, ces trois organisations étroitement imbriquées présenteraient ensemble le caractère de milices privées et elles propageraient en outre une idéologie incitant à la haine et à la discrimination envers les personnes à raison de leur non-appartenance à la nation française et de leur qualité d'immigrés. Serge Ayoub annonce le même jour qu'il compte engager un recours pour excès de pouvoir contre ce décret de dissolution devant le Conseil d'État, car, selon lui, aucun des écrits de Troisième Voie n'incite à la haine raciale
et les jeunesses nationalistes révolutionnaires ne sont pas une milice privée, mais un service d'ordre. La dissolution des JNR et de Troisième Voie sera toutefois validée par le Conseil d'État le 30 juillet 2014, soit un peu plus d'1 an plus tard. Le 25 juin 2013, RTL annonce l'existence d'une vidéo qui aurait été enregistrée par une caméra de surveillance de la RATP. Ces images permettraient de se faire une idée précise de la scène, selon la radio. Il s'agit du seul enregistrement existant de la rixe. La radio affirme que l'enregistrement montre Méric se jetant sur Esteban alors que celui-ci lui tourne le dos. Sur la base des révélations de RTL, le journal de 20h de France 2 mettra en image une reconstitution de la rixe. À gauche, Esteban Morillo lui tourne le dos. L'affrontement entre les deux groupes a peut-être déjà commencé. Clément Méric se précipite alors vers le skinhead, semble-t-il, pour lui donner un coup. Esteban Morillo se retourne. D'après ses propres dires, il frappe l'étudiant à 2 reprises au visage. Clément Méric s'effondre. Au sol, il ne reçoit aucun coup. Le skinhead s'enfuit avec ses amis. Selon l'hebdomadaire Le Point, cette révélation serait accablante pour le militant d'extrême gauche et constituerait un rebondissement de nature à conforter les arguments des militants dits d'extrême droite. Le magazine Spécial Investigation de la chaîne Canal+, diffuse un documentaire. Son sujet ? Les violences de l'extrême droite. Le film divulgue la vidéo objet de controverse. Sur celle-ci, seuls les pieds des protagonistes sont visibles. Mais on voit distinctement que le groupe d'Antifa attend les nationalistes. Et qu'une fois ces derniers arrivés à sa hauteur, les militants d'extrême gauche encerclent Esteban et ses amis. Des images qui confirment la version du vigile de la vente privée, seul à avoir assisté à toute la scène de l'intérieur du bâtiment à la rixe devant l'église. Il affirmera devant les policiers, puis devant le tribunal, que les antifas ont provoqué, attendu, puis attaqué les patriotes. Mais le journaliste de Canal+, à l'instar de ses confrères de Libération, préférera botter en touche et prétendre que, sur ces images, on ne peut se faire aucune idée du scénario. Le procès de Samuel, Esteban et Alexandre se tient en 2018. La presse couvre largement cet événement, prenant massivement fait et cause pour les partis civils et les antifas. Pour la plupart des journaux, ce sont les militants d'extrême droite les agresseurs. Et durant tout le procès, un élément va se trouver au cœur des débats. L'utilisation ou non d'une arme par Esteban lorsqu'il a porté son coup à Clément Méric. Ce sont 3 jeunes hommes qui se retrouvent sur le banc des accusés, le jour du procès. Esteban, Samuel et Alexandre. Le scénario de la rixe, et celui des minutes qui la précèdent, est tout d'abord objet des débats. Le jour donné, Esteban, Samuel, Alexandre et d'autres, d'ailleurs eux 3 au début je pense, se retrouvent avec la compagne d'Alexandre, se retrouvent à cette vente privée. Il est en train de marcher entre les rayons et se fait prendre à partie par les antifas qui le traitent de sale fasciste. De quel droit ? Les auditions se succèdent à la barre. Un des témoins essentiels, le vigile de la vente privée, va livrer une version qui ne colle pas vraiment avec la version qu'ont donnée les médias. Ce responsable de la sécurité, un maghrébin, intervient, il demande ce qui se passe, il essaye de séparer les deux groupes, et Clément Méric, personne d'autre, dit « ces gens-là, ils n'ont pas le droit d'exister, c'est des fascistes ». L'agent de sécurité fait très bien son travail.
il les sépare et demande aux perturbateurs, de s'en aller. Étonnamment, qui doit partir? Les antifas. C'est un indice important. Il le répétera à la police. Il le répétera même aux journalistes. Un autre vigile confirmera que ce sont bien les antifas qui ont provoqué puis attendu les patriotes. Ces derniers, qui n'étaient là que pour acheter des vêtements, étaient visiblement inquiets et souhaitaient éviter l'affrontement avec les militants d'extrême gauche. Donc, les antifas attendent en bas. Esteban attend, sous les conseils de l'agent de sécurité, qui dit « Attendez qu'il s'en aille ». Alors Esteban, Alexandre et Samuel attendent. Est-ce l'attitude d'un agresseur potentiel? Non, c'est l'attitude de quelqu'un de responsable qui ne veut pas de problème. Le vigile, un des vigiles algériens, qui est un de nos principaux témoins de la défense, dira « c'est à cause de toi, l'autre antifa qui l'appelle le boxeur parce qu'il avait des gants de boxe dans son sac, c'est à cause de toi que ton copain Clément Méric est mort ». Et donc, voilà, chef de meute, Clément Méric dira une phrase qui a été répétée par le vigile à l'audience « Ces gens ne méritent pas de vivre », en parlant du groupe d'Esteban Morillo. « Ces gens ne méritent pas de vivre » ou variante ces gens ne devraient pas être vivants. On voit où est la violence. Et d'ailleurs, la violence, elle a irrigué tout le dossier parce que il n'y a pas d'antécédent de violence de la part de ceux que nous défendions. À l'inverse, du côté de Clément Méric et de ses amis, on ne peut pas en dire autant. Les images de la vidéo de surveillance sont projetées devant la cour d'assises. Elle estimera que ces images permettent de retenir que Samuel, Esteban et Alexandre se sont dirigés vers le groupe de Clément Méric, en se portant au devant d'eux, sans que les images démontrent le déplacement du groupe de Méric vers le groupe adverse. Il attend 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ils s'aperçoivent en regardant, parce que la vente privée est en hauteur, dans les étages, qu'ils sont toujours en bas de l'immeuble. Ils s'inquiètent. À ce moment-là, Esteban me téléphone. Il me dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Je lui dis « Écoute, normalement, si l'agent de sécurité est intervenu, il a dû appeler la police. » Il dit « Oui, cela fait 20 minutes qu'on les attend. Si elle veut venir, elle est en 3 minutes. Elle ne prend pas l'affaire au sérieux, elle s'en fout, elle ne viendra jamais. Par contre, je lui dis « Fais attention, parce que si tu attends longtemps, les antifas, on les connaît, ils vont venir en meute. Parce que 5, c'est pas assez pour eux, contre 3 jeunes de 20 ans. Je lui dis, fonce, va-t'en. Il décide de descendre. L'agent de sécurité, qui fait très bien son travail, et il l'a répété, est descendu avant pour faire partir les antifas du hall d'immeuble et leur dit de partir. À ce moment-là, il propose à Esteban, Alexandre, Samuel et sa compagne de s'en aller. Il dit « Faites attention, elles vous attendent à la station de métro. En tout cas, elles s'y sont dirigées. Allez de l'autre côté. » Esteban a 20 ans, c'est un jeune de 20 ans. Il se dit « Il en a le droit. Après tout, je vais où je veux, comme je veux. J'ai une liberté fondamentale d'aller et venir. Elle est défendue par la Constitution. J'ai le droit donc d'aller prendre le métro sans me soucier de ces petites racailles, de ces nervis. » Il y est allé, il a été pris à partie par ces gens qui les attendaient, et la caméra de surveillance l'a vu, qui les attendait depuis 20 à 30 minutes. Qu'est-ce que c'est qu'une bande de jeunes qui attend 40 minutes une autre bande? Des gens, des victimes? Ou des gens qui attendent de faire un guet-apens? L'une des questions cruciales reste l'utilisation ou non d'un point américain. Si tel est le cas, les violences dont sont accusés Esteban, Samuel et Alexandre s'identifient à des violences aggravées, et la peine requise peut être supérieure. L'élément à la base de cette interrogation se trouve dans un échange de SMS entre Samuel et l'un de ses amis, peu de temps après la bagarre. Il y affirme avoir utilisé un point américain. Mais cela va à l'encontre des déclarations de la plupart des témoins, y compris des antifas eux-mêmes.
Quant aux experts, aucun n'aimait cette hypothèse. Pire, la plupart la réfutent catégoriquement. Il n'y a jamais eu de point américain, et à telle enseigne que tous les éléments objectifs le disent. D'où vient l'histoire du point américain? Eh bien, c'est un seul des antifas qui va parler du point américain. Les deux autres, très honnêtement, diront « moi, j'ai pas vu le point américain ou moi, j'ai été frappé à main nue par Esteban ». Il y en a un qui dira « j'ai été frappé à main nue ». Et l'expert dira « bah oui, il a une blessure à la lèvre, c'est incompatible avec un point américain », en sachant que la bagarre dure 7 secondes. Donc en 7 secondes, vous n'avez pas le temps de donner un coup et un troisième coup en enlevant ou en remettant votre point américain, en sachant que les expertises là également démontreront que Esteban est blessé à la main droite, la seule avec laquelle évidemment il est frappé puisqu'il est droitier, et que l'expert dira il n'y a pas de trace évocatrice du port d'un point américain. Donc tout le démontrait. L'autre des antifas qui prétendait qu'Esteban l'avait frappé, eh bien il a 2 blessures au bras, une petite coupure qui due à 2 coups de poing ou peut-être des bagues de Samuel, et l'expert dira c'est incompatible avec le point américain. Et le médecin légiste dira également que eh bien, les blessures de Clément Méric, il le verra à l'autopsie, c'est-à-dire que c'est à l'autopsie qu'on voit le maximum de choses, dira les blessures que je constate sont radicalement incompatibles avec l'utilisation d'un point américain. Pourquoi? Parce qu'un point américain, ça déclenche ce qu'on appelle un fracas osseux. Et il n'y a pas de fracas osseux. Et donc, tous les experts sont concordants pour dire c'est incompatible avec un point américain. D'autres qui disent c'est difficile d'affirmer l'existence d'un point américain. Et il y en a un seul, qui viendra dire en toute fin de procédure les blessures ne sont pas incompatibles avec un point américain. Bon, la réalité, c'est que les antifas eux-mêmes disent il n'y avait pas de point américain. Hein, et il y en a un qui dira bah, il m'a frappé à main nue. Et donc, c'est ça la réalité. Reste une question. Pourquoi Samuel a-t-il parlé à son ami d'un point américain? Lors de l'audience, l'intéressé expliquera que c'était pour se vanter auprès de lui, mais qu'il avait menti. Malgré ces éléments, le tribunal va retenir l'utilisation d'un point américain, et donc la requalification des faits en violence avec arme. Au terme du procès, Esteban et Samuel sont condamnés à respectivement 11 et 7 ans de prison ferme. Alexandre, qui n'a pas pris part à la rixe, est acquitté. Sur les réseaux sociaux, la thèse avancée par les médias est peu à peu discréditée. Les témoins se retirent et d'autres viennent relater des faits et gestes des antifas, véritables fauteurs de troubles de la capitale. Les médias semblent à bout de souffle. Plus rien ne vient conforter leur thèse d'une agression de l'extrême droite. Les journalistes se font à l'idée qu'il s'agit plutôt d'une provocation d'un groupe de nervis d'ultra-gauche débouchant sur une altercation qui a mal tourné. Devant le constat que rien ne va dans le sens qu'ils voulaient donner à cette affaire, la presse parisienne va peu à peu se détourner de ce fait divers, jusqu'au procès en appel d'Esteban et de Samuel. Sur les réseaux sociaux, les langues se délient concernant cette affaire. Des informations ressortent quant au passé de Clément Méric et de ses amis. Notamment une histoire légèrement antérieure à l'affaire, qui montre bien la violence et la lâcheté dont sont capables les nervis de l'ultra-gauche. Et se retrouver dans un bar qui s'appelle la Cantada, et Clément Méric, avec une trentaine d'autres antifas, voulait en découdre et faire le coup de poing contre 3 Bretons avinés qu'ils avaient identifiés ou décrétés comme étant des antifas. Donc à 30 contre 3, vous voyez quand même le courage de ces gens-là, de ce genre d'action en meute, et c'est le patron du bar qui se dit anarchiste, libertaire, d'extrême gauche, qui n'est pas franchement un skinhead, qui va dire que Clément Méric faisait partie de ceux qui voulaient en découdre. D'autres éléments sont mis au jour. Entre autres, le fait que la rencontre du 8 juin 2013 n'était pas si fortuite que cela.
Donc, sa petite amie milite dans une association de lutte contre les mauvais traitements aux animaux. Les antifas n'acceptent pas ça. C'est leur revendication. Les animaux, c'est à eux. Alors, dans leurs fanzines, dans leurs journaux, et je l'ai amené la preuve, le journal, ils mettent la photo de la jeune femme et la photo d'Esteban, derrière une banderole de défense des animaux, en disant « à repérer et attraper ». Et ça, 15 jours, un mois auparavant. Le procès en appel d'Esteban et de Samuel se déroule en 2021. Les peines des deux accusés vont être abaissées à 8 ans de prison pour Esteban et 5 pour Samuel Dufour. Le temps a coulé sous les ponts depuis le premier procès. Et surtout, la pression médiatique et politique s'est atténuée. En effet, la population française a depuis pu se rendre compte de la réalité de la scène, bien loin de celle décrite par les médias dominants. Surtout, elle a pu constater la violence des mouvements d'extrême gauche. Clément Méric, on a des vidéos qui ont été exploitées, des photos qui ont été exploitées lors des manifs pour tous contre le mariage homosexuel en 2013. On le voit avec sa bonne tête, parce qu'il avait une bonne tête de gamin de 18 ans, eh bien, aller au contact des manifestants de la manif pour tous avec un autre des antifas qui s'est constitué partie civile, et on les voit aller au contact. Et Clément Méric se réfugie quand il voit qu'il est pris, eh bien, il se réfugie derrière les rangs de la manif pour tous, en enlevant son bandana qui lui cachait le visage, en profitant de sa bonne tête pour passer inaperçu. Et ensuite, on le voit revenir du côté de la contre-manifestation. Il met son bandana et on le voit jouer avec la chevalière qu'il a, pas une chevalière de prolétaire, qu'il met à l'index et dont il tourne le chaton en fonction du moment et de la situation de danger. Donc on voit bien que cette chevalière, elle n'est pas destinée à faire beau, elle est destinée éventuellement à pouvoir donner un coup le cas échéant. Et on voit bien d'où vient la violence et de quel côté la violence. Et Clément Méric sera retrouvé le jour en question, le 8 juin 2013, quand il est mort, eh bien on retrouvera sur lui un protège-dents. Il n'allait pas à la boxe, il avait un protège-dents. Donc tout ça est extrêmement, évidemment, plus que curieux. Les Français ne sont pas dupes, dans leur grande majorité, sur les tenants et aboutissants de cette histoire. Mais ce qui questionne certains d'entre eux, c'est un apparent deux poids deux mesures qui s'applique, selon qu'il s'agisse de militants encartés à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. L'année d'avant, la même vente privée avait lieu au même endroit. Et déjà, une jeune femme dite d'extrême droite, dite fasciste, pour ces gens-là, pour les antifas, s'était pris un coup de raquette dans la figure. Quelques mois auparavant, les mêmes antifas, luttant toujours contre le fascisme, avaient agressé et laissé pour mort un militant de l'Action française qui vendait son journal, comme il en a le droit dans la rue, comme c'est historiquement la tradition dans l'Action française. Heureusement pour ce militant de l'Action française, il s'est réveillé. La veille des faits, un jeune, un militant du groupe Union Défense, un syndicat étudiant, le GUD, s'était fait agresser et courser et s'était réfugié dans une boutique à côté. Voilà le contexte. En février 2010, un supporter du PSG, Yann Laurence, est lynché devant un bar de la capitale par des antifas. Il ne s'est jamais relevé des coups mortels reçus ce soir-là. Lors de cet acharnement à 10 contre un seul homme, de nombreux antifas ont porté des coups à Yann. Pourtant, un seul d'entre eux sera condamné. Sa peine, 3 ans de prison, soit bien moins qu'Esteban et Samuel. Ceci alors que Yann Laurence n'avait ni insulté, ni provoqué personne, contrairement
à ce qui s'est produit lors de l'affaire Méric. Les médias ont, dans leur grande majorité, ignoré l'affaire Yann Laurence. Comme ils ont ignoré que, la veille de la mort de Clément Méric, un étudiant de l'École supérieure des arts et métiers, François Noguier, était tué lors d'une bagarre pour une banale histoire de cigarette. Là encore, François n'avait ni insulté, ni provoqué son agresseur. Pourquoi ce traitement médiatique à deux vitesses ? Peut-être faut-il aller chercher du côté des origines sociales de Clément Méric et de ses amis pour répondre à cette question. En effet, le jeune étudiant à Sciences Po était issu d'une famille bourgeoise et son oncle travaillait, au moment des faits, au quotidien Libération. Mathias Bouchenot, un autre des Antifas présent le 8 juin 2013, est lui le fils d'un journaliste de France Télévisions. On ne peut en dire autant de Samuel, Esteban et Alexandre. Tous trois sont issus du prolétariat. Au moment des faits, 2 d'entre eux sont boulangers. Il semblerait donc que les médias aient vu dans la mort de Méric une atteinte à l'un des leurs. Et ce, par une bande de ces prolétaires qu'ils méprisent, parce qu'ils ne pensent pas comme eux et n'ont pas les mêmes références culturelles. Le tribunal médiatique est resté fidèle à la phrase d'Albert Camus « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Ils ont été condamnés pour quelque chose qui n'a jamais existé. Et c'est un scandale véritablement absolu parce que, en réalité, Esteban et Samuel ont été les boucs émissaires d'une affaire politisée, idéologisée, et qu'on a chargé des péchés de la violence antifa et qu'on a envoyé mourir dans le désert de la détention pendant ces longues années. Et ça c'est terrifiant. Clément Méric reste un symbole de l'extrême gauche. Pour nombre de militants, plus attachés à leurs idéaux qu'à la vérité historique, Méric demeure le héros abattu par les milices de la haine. Mais les faits sont là pour nous faire comprendre qu'il n'en est rien, que la réalité est comme souvent bien plus complexe. En attendant, le mal a été fait. La propagande médiatique a jeté le discrédit sur toute une frange de la population, a jeté en pâture 2 jeunes garçons qui ne sont au départ de l'affaire que des victimes et a eu comme conséquence la dissolution de mouvements qui n'avaient rien à voir dans cette histoire. Comme bien souvent, la politique a usé à son profit de faits détournés et elle a fait de ses exactions des chevaux de bataille pour son combat idéologique.